Le traité STAR, les amis. Le traité STAR ou encore le Strategic Arm Reduction Treaty. C'est une série d'accords bilatéraux qui étaient signés entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Ensuite, la Russie. Ça avait quel objectif? L'objectif était simple. Réduire et limiter les armes nucléaires stratégiques. Donc, chaque pays entre les États-Unis et la Russie devrait avoir un maximum de 1550 missiles de croisière avec tête destructive. Ce sont des voyous, ce sont des gens mauvais. On les fout hors de notre pays, on les renvoie d'où ils viennent. Nous avons renommé le département de la défense en département de la guerre. Eh bien, si vous y réfléchissez, après la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont changé en défense, n'est-ce pas? Donc, on a gagné la Première Guerre mondiale, on a gagné la Seconde Guerre mondiale, on a tout gagné entre les deux et tout ce qu'il y avait avant, on n'a jamais perdu une guerre. On ne perd toujours pas de guerre, c'est juste que parfois, on ne se bat pas pour gagner. Vous savez, on reste dans un pays pendant 15 ans, on bombarde tout le monde à mort, on rend tout le monde misérable. Personne ne sait pourquoi on est là, vous savez, les guerres qui ne finissent jamais. Mais nous avons été clairs, le temps du politiquement correct dans notre armée, c'est terminé. Nous ne voulons pas nous lancer dans des guerres. J'ai reconstruit l'armée. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et de loin. Nous fabriquons le meilleur équipement, les meilleurs missiles, les meilleures fusées, le meilleur de tout. Nous avons refait notre arsenal nucléaire. Nous sommes la première puissance nucléaire, ce que je déteste admettre parce que c'est si horrible. C'est une situation tellement horrible si on devait un jour s'en servir. La Russie est deuxième, la Chine est loin derrière en troisième, mais ils nous rattraperont d'ici 4-5 ans. Ils veulent nous rattraper et ils pourront nous rattraper. Et nous travaillons peut-être sur un plan pour nous dénucléariser tous les trois. On verra si ça marche. Et aussi, ils avaient un système de contrôle, évidemment. Chacun passait un rapport vérifié pour s'assurer que ce traité était respecté. Et ce traité expire au mois de février. OK? Au mois de février, évidemment, c'est un traité renouvelable chaque 10 ans. Et là, il y a des intentions qui ont jailli selon lesquelles il n'y aurait pas extension de ce traité. Vous parlez littéralement de reprendre les essais de détonation nucléaire souterrain? Vous le saurez très bientôt, mais oui, nous allons faire des tests. D'autres pays le font. S'ils le font, nous le ferons aussi. Mais pouvez-vous dire si vous le ferez? Je ne vais pas le dire. Je sais ce que nous faisons et où, mais d'autres pays le font aussi. Si d'autres pays le font, nous aussi. Il y a quelques jours, nous avons reçu un télégramme de l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Alexandre Darchev. Nos collègues diplomates ont demandé ce que signifiait exactement la déclaration faite la veille concernant les instructions du dirigeant américain au Pentagone d'entamer immédiatement des essais d'armes nucléaires. En réponse, les représentants de la Maison-Blanche et du département d'État américain ont évité de donner une réponse de fond et ont assuré qu'ils transmettraient l'information à leurs supérieurs. Alors, M. Poutine, d'une façon très claire, essaie de passer un message des gens. Vous avez intérêt à venir autour de la table pour discuter sur ce traité. La Russie a toujours respecté et respectera ses obligations relatives au traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous n'avons aucune intention de déroger à ces obligations. Mais en même temps, en effet, dans mon discours à l'Assemblée fédérale en 2023, j'ai dit que si les États-Unis ou tout autre État parti au traité correspondant venait à effectuer de tels essais, alors la Russie devra également, en réponse, prendre des mesures de rétorsion appropriées et adéquates. À cet égard, j'instruis le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les services spéciaux de la Fédération de Russie et les autorités civiles compétentes, de faire en sorte de rassembler des informations supplémentaires sur cette question, d'analyser ces informations au sein de la plateforme du Conseil de sécurité et de formuler des propositions coordonnées sur le début possible des travaux de préparation des essais. Partons de ce principe. J'attends vos... Autrefois, les choses allaient beaucoup mieux dans notre pays, mais en ce moment, tout va dans la direction exactement opposée. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un pays où l'État fonctionne réellement. Et là aussi, on voit à quel point tant de choses vont de travers
de l'infrastructure aux réglementations bureaucratiques vraiment excessives qui paralysent nos administrations et pèsent massivement sur tous les autres processus publics, jusqu'à nos petites et moyennes entreprises, qui sont également lourdement pénalisées en conséquence. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un État qui fonctionne, avec des structures fonctionnelles qui garantissent que les intérêts de la population sont réellement protégés. Un autre point que nous rejetons clairement, car il revient sans cesse dans le débat, est la question du service militaire obligatoire. Nous rejetons toute forme de conscription. Pour l'instant, tout est basé sur le volontariat, mais nous entendons déjà des voix qui disent haut et fort, eh bien, pour le moment, c'est encore volontaire. À ce stade, c'est encore une question de choix. Nous avons besoin d'une architecture de sécurité convaincante. Et cette architecture de sécurité doit, au moins à long terme, bien sûr inclure aussi la Russie. Il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Nous devons éviter une guerre avec la Russie, car ce serait une guerre nucléaire. Et je tiens à le répéter, car c'est toujours présenté différemment. Aucune arme, aucune armée au monde ne pourra nous protéger en cas de guerre nucléaire. Cela ne peut être obtenu que par la diplomatie, par des accords de maîtrise des armements, et cela s'obtient par de bonnes relations avec nos voisins. Nous vivons un mélange toxique de crédits de guerre qui pèseront sur l'économie et l'État à l'avenir, sans rien créer de productif pour le pays. Nous en sommes à notre 3e année consécutive de récession. Nous avons un chômage en hausse et une infrastructure qui s'effrite. Nous voulons baisser les prix de l'énergie, un sujet important aussi pour les syndicats, ainsi que pour les associations patronales qui se plaignent sans cesse que les prix de l'énergie sont trop élevés. Nous disons que l'énergie doit être achetée là où elle est la moins chère, sur le marché, et cela ne signifie pas une domination américaine sur la politique énergétique européenne, comme le vise Donald Trump, mais plutôt un retour au gaz et au pétrole russe par gazoduc, ce qui, de notre point de vue, peut aussi être une étape diplomatique, une porte d'entrée, pour parvenir à une fin pacifique de la guerre en Ukraine. Nous sommes opposés à la tarification du CO2. Nos coûts énergétiques sont déjà bien trop élevés. Et dans cette situation où les coûts de l'énergie écrasent déjà l'économie et pèsent lourdement sur les citoyens, augmenter artificiellement les prix pour tenter d'éduquer les gens est, à notre avis, la mauvaise approche. Un autre point important pour nous est la politique commerciale. Nous assistons actuellement à la manière dont l'Allemagne se fait écraser dans ce domaine. Nous avons eu le conflit tarifaire avec les États-Unis qui s'est terminé par un soi-disant accord qui n'était rien de plus qu'une courbette devant le grand patron. Nous payons donc. Il y aura un tarif de 15% sur les produits européens, mais de 0% sur les produits américains. Et ils trichent même en ce qui concerne la teneur en acier. Maintenant, pour un certain nombre de produits, les droits de douane continuent d'être augmentés. De plus, les États-Unis nous poussent dans de nouvelles guerres économiques qui ne sont absolument pas dans notre intérêt. D'un côté, nous avons la guerre économique avec la Russie, tandis que l'industrie allemande chancelle. Dans notre dos, Poutine et Trump négocient bilatéralement de nouvelles relations économiques. L'Allemagne est hors jeu. C'est la même chose avec la Chine. Nexperia, le fabricant de puces aux Pays-Bas, a également été repris en main par le gouvernement néerlandais sous la pression des États-Unis, avec pour conséquence que l'industrie automobile en Allemagne ne peut plus tourner car les puces ne sont pas livrées. Et de nouveau, le même schéma. Sans l'Europe, sans l'Allemagne, Trump, semble-t-il, conclut un accord bilatéral avec la Chine. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La leçon est simple. Un ennemi aujourd'hui, c'est un ennemi toujours, ne vous trompez pas. Un ami ne peut jamais te faire la guerre, jamais de la vie. Jamais un ami te ferait la guerre, jamais. Un ami peut se fâcher, il peut être en colère, il peut se retirer pendant un temps, mais jamais il ne te fera la guerre. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser à distance. God bless.